Qu'est-ce que la vie? Dit Roegen. La vie semble échapper à la dégradation anthropique à laquelle est soumise la matière inerte. En réalité, tout organisme vivant s'efforce sans cesse de compenser sa propre dégradation anthropique continuelle en assimilant de la basse entropie, entre parenthèses, négantropie, et en rejetant de la haute entropie. Manifestement, ce phénomène n'est pas contraire à la loi de l'entropie, qui stipule seulement que c'est l'entropie du système total, environnement et organisme, qui doit augmenter. Tout est en règle aussi longtemps que l'entropie de l'environnement augmente plus que l'entropie compensée de l'organisme. Voilà. Voilà la réponse que suggérait Goldsmith, mais que Roegen nous donne de façon extrêmement claire. Alors, un petit peu plus loin. Certains organismes ralentissent la dégradation anthropique. Alors d'une part, il y a le fait que la vie humaine semble échapper à la dégradation anthropique. Elle ne fait que sembler. Parce que, bon, je paraphrase Roegen, mais je pense que c'est nécessaire pour ce qui va venir après. Parce que donc, en vivant, la vie génère de la dégradation anthropique, c'est-à-dire que l'homme rejette de la haute entropie, mais en permanence, il assimile de la basse entropie par le rayonnement solaire. Donc, c'est la négantropie. Négantropie, c'est ce qui fait baisser l'entropie. Mais, et ça, c'est vu au niveau de l'individu, de l'organisme. Par contre, l'environnement, lui, donc l'organisme, il reste neutre en entropie. Il crée l'autre entropie, mais il la compense avec de la basse entropie. Par contre, l'environnement, lui, l'entropie augmente. Bon. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que certains organismes ralentissent la dégradation anthropique. Ils la ralentissent, c'est tout. Mais ils n'annulent pas son équation. Les plantes vertes, notamment, emmagasinent une partie du rayonnement solaire qui autrement serait immédiatement dissipé en chaleur en haute entropie. Donc, elles l'emmagasinent une partie, l'emmagasinent, mais vont le rejeter après. C'est pourquoi nous pouvons brûler aujourd'hui de l'énergie solaire préservée de la dégradation, il y a des millions d'années, sous forme de charbon ou de pétrole. Donc ça veut dire qu'il y a des matières, à un certain moment, végétales, des forêts entières, qui ont emmagasiné. Parce que le pétrole, les hydrocarbures, c'est de l'énergie solaire. C'est important, bien comprendre. C'est de l'énergie solaire. De toute façon, toute l'énergie, c'est de l'énergie solaire. Qui a été donc emmagasiné, alors parce qu'il y a eu des plissements, ça s'est enfoui, enfin bon, bref. Et donc ça a ralenti. Alors, parce que maintenant on utilise cette basse entropie. Parce que ça a été stocké. Mais au niveau, du bilan arithmétique, bon, il n'y a rien eu de créé. Non, on utilise des trucs qui n'a pas été consommé sur le moment, alors pendant des millions d'années. Donc, c'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui brûler de l'énergie solaire préservée de la dégradation il y a des millions d'années sous forme de charbon ou de pétrole. Tous les autres organismes, au contraire, accélèrent la marche de l'entropie. Et sur cette échelle, l'homme occupe la position la plus élevée, d'où tous les problèmes d'environnement. Donc, on a une entropie normale, on a une entropie ralentie, comme par exemple les organismes qui ont emmagasiné de l'énergie solaire et qui ont été fossilisés. Là, ça a ralenti. Et puis, il y a des trucs qui augmentent, alors c'est l'homme. L'homme, lui, il accélère. Il accélère, pas tant qu'il était chasseur-pêcheur-cueilleur, mais il veut dire l'homme moderne. Il accélère avec ses industries, il accélère.
Pour les économistes, il est très important de reconnaître que la loi de l'entropie est la racine de la rareté économique. Si cette loi n'existait pas, nous pourrions réutiliser l'énergie d'un morceau de charbon à volonté, en le transformant en chaleur, cette chaleur en travail, et ce travail à nouveau en chaleur. Mais il y a la loi de l'entropie. Donc pas possible. Donc c'est la base de la contestation de l'économie durable. Après durable, ça dépend ce qu'on met pour durable. Ça, ils nous ont jamais expliqué qu'est-ce que ça veut dire durable. Durable combien de temps? A priori durable, ça veut dire éternellement durable. Alors c'est marrant parce que vous avez déjà entendu quelqu'un poser cette question? Parce que développement durable, on parle que de ça. Tu as tout, tu as le ministère, tu as des développement durable, tu as tout dans les entreprises, il y a les départements durables, tout est durable. Quelle est la définition de l'adjectif durable? Ça veut dire quoi durable? Donc c'est éternel. On est d'accord? C'est un truc qui marche tout le temps. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. C'est durable. Tu es paré pour jusqu'à la nuit des temps. C'est des questions qu'on ne pose jamais. Ça a l'air bon, stupide, mais. Alors, dans le contexte de l'entropie, chaque action. Ah non, si, la réponse c'est ça ne fait pas rêver. Gildas. Non, Gildas, ça... Non mais, tous les trucs, tous ces trucs qu'on dit là, c'est des machins qui ne vont pas rêver. Alors, dans le contexte de l'entropie, chaque action de l'homme ou d'un organisme, voire tout processus dans la nature, ne peut aboutir qu'à un déficit pour le système total. Donc, dès que tu bouges le petit doigt, tu crées du déficit. Non seulement l'entropie de l'environnement augmente avec chaque litre de... Alors, petit bois, je parle industriel, hein. Non seulement l'entropie de l'environnement augmente avec chaque litre d'essence dans le réservoir de votre voiture, mais encore une part substantielle de l'énergie libre contenue dans cette essence, au lieu d'actionner votre voiture, se traduira directement par un accroissement supplémentaire d'entropie. Alors après, chapitre 4, enfin, paragraphe 4, puisqu'on est toujours dans le chapitre 2, l'économie et les mythes, l'énergie et les mythes économiques. Donc on arrive au chapitre 4, énergie, donc il parle d'énergie libre, énergie accessible et matière accessible. Voilà, alors, ça, peut-être des réactions là-dessus? Oui, une petite réaction sur l'association de développement et durable. Bah, moi, donc, pour moi, l'escroquerie, elle se révèle dans l'association des deux termes. Développement, pour moi, c'est synonyme de croissance. Et croissance durable, bon, ben voilà, j'y crois pas. Pour moi, l'escroquerie, elle est là, sur l'association de ces deux mots. Ah mais attends, il y a une double escroquerie. Elle est double escroquerie, parce que développement durable, oui, alors on a dit c'est un oxymore, le développement n'est pas durable, bon, mais on ne nous explique pas qu'est-ce que c'est que durable. Non, effectivement. On ne Quelle est donne la pas la durée, portée quelle est à la durée du durable? Combien de temps ça dure? Ouais. En fait, à l'origine de tout ça, il y a un gars, j'en ai déjà parlé, qui s'appelle Herman Daly. Herman Daly, c'est un économiste, enfin, bon, physicien, mathématicien, disciple d'ailleurs, enfin élève d'abord, puis disciple de Nicolas Georgescu-Roegen. Et donc, il a emboîté, il était élève de Roegen, il a emboîté ses thèses et tout. Et puis, bon, Roegen n'était absolument pas intéressé par la notoriété, par l'approbation. C'est un gars qui n'est pas intéressé par l'approbation. Alors, bon, il n'est pas intéressé, on est toujours content si les gens t'approuvent, tu es content. Bon, tu es plus content que si on t'insulte. Bon. Mais ça ne veut pas dire que ta démarche, tu vas la faire pour dire des choses qui ont des chances d'être approuvées. Et que
si ta démarche est guidée par le fait, par l'objectif que les gens approuvent ce que tu dis, tu vas modifier ce que tu dis. Parce que si ce que tu dis, c'est très applaudi, et puis ce que tu avais dit avant, ou plutôt si ce que tu dis n'est pas applaudi, et que tu le modifies, que tu te applaudi, tu vas changer. Voilà, bon. Huygens, non, lui il disait le résultat de ses travaux. C'est tout. Bon, ouais. Bon. Herman Daly, qui était plus jeune, et qui arrivait donc dans plutôt bon, ça s'est passé à partir des années 80, 1980, 80-90. On commençait à bon, on sortait des 30 glorieuses et puis ça, bon, maintenant fallait y aller. Et donc il avait une autre conception de sa vie personnelle que Huygens. Et bon, alors il a développé la thèse de la décroissance inéluctable et tout ça. Et puis un jour il était voir Huygens, il a dit, vous savez, monsieur, les gens, moi j'ai l'impression que les gens n'accepteront pas l'idée de la décroissance. Alors ça c'est extraordinaire. Ça, cette phrase d'Herman Daly, elle est fondatrice de tout ce qui s'est passé après. Voilà un théoricien de la décroissance inéluctable, élève de Huygens, qui a pris son bâton de pèlerin, qui n'était pas le type de Huygens, il faisait des conférences, lui, Herman Daly, un peu comme Rifkin, tu vois, il a pris son bâton de pèlerin, il est allé voir les chefs de gouvernement, tout ça. Et puis il dit, vous savez, votre truc, bon, mais pas que le chef de gouvernement, il a dit, écoutez, bon, les gens ne vont pas accepter la décroissance, l'idée de la décroissance. Ils ne vont pas accepter l'idée. Il faut répéter plusieurs fois cette phrase. Hein. Les gens ne vont pas accepter l'idée. Donc l'idée, elle n'est pas recevable. Ce n'est pas la peine même de chercher, de discuter, de démontrer. L'idée n'est pas recevable. Les gens n'acceptent pas cette idée. Ah, bon. Et ça, c'est une réalité. Une réalité qu'on peut étudier, on a déjà pas mal tourné autour de ça. Mais elle est aussi, cette idée, elle est fondatrice elle est à la base, disons, de toutes les politiques, certaines mouvances là, qui ont compris que les gens n'accepteraient pas l'idée de la décroissance inéluctable. Et donc, Daly, qui avait envie de faire carrière, ce qui n'est pas a priori un délit, une infraction, envie de faire carrière, il a inventé le Sustainable State. Voilà. Alors, il a été engagé, bossé 5 ans à la Banque mondiale, et puis c'est lui qui a... Alors, nous, on l'a traduit en développement durable, ce qui est... Bon, Daly, il a écrit un bouquin qui s'appelle l'état stationnaire. Voilà, vers un état stationnaire. Sustainable State. Et alors, bon là, ça a été la rupture avec Huygens. Huygens lui dit, non, c'est pas possible, ça ne tient pas la route. Oui, mais les gens ne vont pas accepter. Non, donc, je vais leur proposer un état stationnaire. C'est-à-dire, là, on ne parle pas on parle pas de croissance. Hein. Non, on parle d'un état stationnaire. Voilà. Et qui dure éternellement. Comme ça, stationnaire. Mais pas chasseur, pêcheur, cueilleur. Hein. Non. Un truc, des voitures, des avions, tout ça, mais un stationnaire. En état stationnaire. Steady state economy. Une économie steady state, un état stationnaire. Bon, il y a des vidéos d'Herman Daly. Hein. Il n'est pas très connu, mais bon, il est suffisamment connu sur YouTube, on peut en trouver. Donc, lui, c'est steady state economy. Ça a été traduit en sustainable state, c'est-à-dire soutenable. Lui, il dit ça, quelque chose qui va durer. Non, qui est stable. Non, ni croissante ni décroissante, état stable. Le mythe de l'état stable. Bon. Le mythe de l'état stable, il a donné l'état soutenable. Daly n'a pas dit c'est soutenable, il a dit quelque chose qui va durer. Bon, soutenable. Et puis, ça a duré, en français, ça donnait développement durable. Ce
qui n'a rien à voir, hein, parce que développement durable et steady state economy, c'est quand même pas la même chose, hein, même si on n'est pas féru en anglais. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Donc, énergie accessible et matière accessible, ça c'est le chapitre 4. Si l'énergie utilisable a quelque valeur pour l'humanité, c'est dans la mesure aussi où elle est accessible. Alors maintenant, il vient nous expliquer ce que ça veut dire accessible. Parce que, bon, Huygens, il explique les mots qu'il donne. Hein. Il ne dit pas développement durable comme ça, sans expliquer ce que c'est que durable. Donc, qu'est-ce que c'est accessible? L'énergie solaire est accessible pratiquement sans effort, sans consommation additionnelle d'énergie utilisable. Oui, les Égyptiens, ils faisaient la cuisine à l'énergie solaire. Ils mettaient un miroir, hein, ils mettaient des œufs, et puis dans 3 minutes, les œufs étaient cuits. Bon. Voilà. À part ça, dans tous les autres cas, nous avons à dépenser du travail et des matériaux pour puiser dans un réservoir d'énergie utilisable. Donc, pour qu'elle soit accessible, il faut du travail, des matériaux et de l'énergie. Pour aller chercher l'énergie, il faut de l'énergie. Même si nous pouvons nous poser un jour sur Mars et y trouver des gisements de gaz, l'énergie utilisable ne sera pas pour autant accessible si, pour en extraire un mètre cube, nous avons besoin de plus d'énergie que l'équivalent d'un mètre cube de gaz accessible sur la Terre. Les gens se disent, on va aller... ah oui, parce que pour la matière, c'est vrai, il y en a qui nous disent, non mais c'est pas un problème, matière, on ira en chercher sur la Lune, sur Mars. Voilà, donc il nous explique que pour qu'elle soit utilisable, pour un extrait mètre cube, et si on a besoin de plus d'énergie que l'équivalent d'un mètre cube de gaz accessible sur la Terre, bon. Alors, il y a certainement des schistes bitumineux dont nous ne pourrions extraire une tonne de pétrole qu'en utilisant pour se faire plus d'une tonne de pétrole. Dans un tel gisement, le pétrole représenterait encore de l'énergie utilisable, mais pas accessible. Voilà ce qu'il veut dire par accessible. Utilisable, mais pas accessible. On nous a rappelé à satiété que les réserves réelles de combustibles fossiles sont certainement plus grandes que celles qui sont connues ou estimées. Mais il est également certain qu'une partie substantielle de ces réserves réelles ne constitue pas de l'énergie accessible. La distinction dont il s'agit, dont je parle là, ça concerne le rendement en termes énergétiques et non en rendement en termes économiques. Donc, distinction entre le rendement énergétique et le rendement économique. Le rendement économique implique le rendement énergétique, mais pas la réciproque. C'est-à-dire que le rendement énergétique, ça veut dire, pour retirer, on va prendre une unité de puissance, le kilowatt, pour retirer 1 kilowatt, bon, je n'ai besoin d'utiliser que 1 demi-kilowatt. Bon, j'ai un bénéfice énergétique. Et donc, j'ai probablement un bénéfice économique. Par contre, en termes économiques, si je subventionne, si je donne de l'argent bon, à celui qui utilise alors, si par contre, s'il me faut un watt et demi pour obtenir 1 watt, si on me subventionne pour utiliser le watt et demi, bon, j'aurais obtenu 1 watt qui ne m'aura rien coûté à moi, mais c'est quelqu'un d'autre qui aura payé. Est-ce que je suis clair? Oui. Ouais, c'est formidable. C'est formidable. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que il ne faut pas raisonner en termes économiques, parce qu'en termes économiques, ça ne veut rien dire. Vu la création monétaire comme elle est, vu les subventions, on te dit ça nous a coûté tant, ça ne veut rien dire ça nous a coûté tant. Ce qui est important, c'est nous avons retiré là, bon, 1 litre de pétrole. 1 litre de pétrole, ça fait 100 watts. Combien j'ai dépensé de watts pour extraire ce litre de pétrole? Voilà. Si j'ai dépensé 150 watts, cherchez pas, on est en déficit.
Alors, ça se traduit comment? Ah ben ça se traduit. Non, non, mais en déficit, mais tout fonctionne. Oui, alors bon, moi c'est ce que je démontre avec ce que j'appelle l'impasse comptable, c'est que aujourd'hui on est en déficit déjà. On est en déficit énergétique, c'est-à-dire qu'on dépense, bon, grosso modo, on consomme plus, Tout ce que on ce qu'on dépense extrait. plus que ce qu'on consomme. Pas en fric. Bon, en fric, ça veut rien dire. L'euro, le dollar, hein, c'est du clavier informatique. Mais en, disons, en watts, hein, ou en tonnes d'unités matière, on consomme plus que ce qu'on produit. Donc on est en déficit. Alors, mais c'est masqué par la création monétaire. Alors, ensuite, ce qu'on appelle le taux de rendement de retour énergétique, le TRE. Ce dont tu parles, on va dire, c'est effectivement bah, je veux dire, c'est pas qu'une remarque abstraite ou bien une remarque qui sort de nulle part. Même, on va dire, les scientifiques ont déjà fait cette remarque par rapport à la difficulté aujourd'hui d'extraire en fait de nouveaux, enfin, bon, là, ça s'applique spécialement par rapport déjà au gaz. Ils ont fait la remarque par rapport au gaz. Ils ont fait la remarque aussi par rapport, en fait, au pétrole. Dans le sens où aujourd'hui, le pétrole est de moins en... Enfin, lui, le pétrole est de moins en moins accessible. Enfin, surtout dans des pays comme aux États-Unis. Euh, mais en ce qui concerne, on va dire, en ce qui concerne, on va dire, d'autres pays, c'est un peu plus difficile de déterminer. Mais dans le cadre spécifique des États-Unis, c'est sûr qu'il y a effectivement un problème. Et aujourd'hui, ils sont dans un état, on va dire, de déni aussi assez général par rapport à ça. On se rend compte que économiquement, c'est un peu truqué dans le sens où il y a beaucoup de financements qui sont donnés et qui masquent en fait qui a un énorme problème. Qui a vraiment un énorme problème. Alors, est-ce que effectivement ça ne se fait que basé sur une dette qui augmente? Oui, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. C'est ça aussi qui masque un peu les choses. Oui, je vais faire une petite réaction. Bah, alors si on est déjà dans un système où on dépense plus d'énergie pour extraire de l'énergie pour faire continuer la machine, bah, c'est absurde et puis c'est une contradiction de plus dans notre civilisation en fait. J'ai envie de le comparer au fait de créer des armes biologiques ou technologiques qui pourraient annihiler une grande partie de l'humanité. C'est des contradictions inhérentes à notre civilisation. On, on a du mal à comprendre l'univers dans lequel on s'est inscrit dans un mode de développement économique. Euh, et puis dans des, dans un paradigme de développement absurde, on fait un peu tout et n'importe quoi. Alors, je dis on, mais ce sont des dirigeants. Alors après, est-ce qu'il y a une sorte d'entité? Est-ce que le capitalisme est une sorte d'entité qui pousse tout le monde, à la fois les dirigeants et nous, à suivre, à être aliénés par sa propre énergie? Bon, je sais pas, mais ouais, bon, voilà, une contradiction de plus, quoi. Comme il me semble, les éoliennes, euh, le fait de construire des éoliennes, les blocs de béton pour qu'elles tiennent, le démantèlement des éoliennes, en fait, c'est un gouffre financier et énergétique aussi. Il me semble avoir compris ça, encore une contradiction de plus, encore quelque chose d'absurde de plus. Voilà, on est dans un système absurde. C'est un peu la conclusion, la remarque que j'ai envie de faire. Alors moi je pense pas que nous ne sommes pas dans un système enfin, nous ne sommes pas dans un système absurde et il n'y a pas de contradiction.
il y a un objectif. Donc, tu dis le capitalisme pousse à la contradiction, pousse à l'aliénation. Capitalisme, ça c'est un petit peu comme pour le réchauffement climatique, ce sont des externalités négatives. Les capitalistes, ils poussent pas à la contradiction ni à l'aliénation. Les capitalistes, ils poussent au profit. Voilà. Le seul objectif du capitalisme, c'est le profit. Il n'y a rien d'autre. Bon. Alors, ça crée après un certain nombre de choses. Tu dis, il y a contradiction. Aujourd'hui, tu dis, si on consomme plus, qu'on dépense plus d'énergie que ce qu'on en retire, il y a une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Une absurdité. Alors, l'absurdité, c'est une absurdité qui va être constatée a posteriori. Mais entre-temps, ceux qui sont là pour faire du profit font du profit. C'est ça qu'il faut voir. Ils sont dans une logique. Ils sont là, ils sont dans leur logique, ils font du profit. Bon, alors on va dire, oui, mais regardez, ça crédite. Non, non, mais attendez. Bon, l'essentiel, c'est le. Voilà, bon, il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autres arguments qui pourraient venir contredire cette logique du profit. Il n'y a qu'une seule logique, c'est celle du profit. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque on consomme plus que ce qu'on produit, lorsqu'on consomme plus d'énergie que ce qu'on récupère? Il se passe que le système, à un moment, s'arrête. Bon, ça c'est une évidence. Bon. Mais personne ne le sait, personne ne le voit, parce que tout le monde dit le contraire. C'est-à-dire que tous ceux qui sont au pouvoir et qui sont là pour faire marcher le capitalisme, hein, on ne se préoccupe pas de cet aspect des choses, je dirais, de ce problème. Ils se préoccupent uniquement du profit. Alors, la crise dont tu parles, Hugues, en disant est-ce que ça va être une crise de ressources, une crise climatique ou une crise financière? Bon, ce sera probablement une crise financière. Parce que ce qui masque, non pas ce qui... c'est pas de la négantropie, hein, ça n'annule pas le déficit énergétique. Le déficit énergétique existe et il ne peut pas être annulé, il ne peut pas être équilibré, il peut être masqué. Le déficit énergétique, il se masque de la même façon qu'une entreprise. Je ne sais pas si... bon, Gildas, tu es chef d'entreprise, tu es travailleur indépendant. Bon, enfin, bon, je ne connais pas ton statut. Mais une entreprise qui fait du déficit, alors pas peut-être un travailleur indépendant, qui est une entreprise, une structure qui fait du déficit, c'est pas pour ça qu'elle va déposer le bilan. On a énormément d'entreprises qui font du déficit, mais qui continuent à fonctionner. Qu'est-ce qu'on fait? On masque le déficit. On masque le déficit avec quoi? Avec des apports financiers. Alors, les apports financiers, le déficit, bon, ça crée le déficit d'exploitation. Alors, dans le cas de l'énergie, ça va être le déficit énergétique. Hein, il y a moins qui sort par rapport à ce qui rentre. Bon. En termes d'entreprise, c'est un déficit financier. Hein, il y a moins de chiffre d'affaires que tout ce qui a été nécessaire pour fabriquer ce chiffre d'affaires, c'est-à-dire les consommations intermédiaires, les salaires, etc. Donc, ce déficit d'exploitation, qui se retrouve dans le bilan, la différence entre les charges et dans le compte d'exploitation, entre les charges et les produits, et dans le bilan entre l'actif et le passif, ça crée un déficit de trésorerie, ce qui fait qu'il y a des charges qu'on ne peut pas payer, on ne peut pas payer des rémunérations, on ne peut pas payer des fournisseurs. Donc, on fait un apport financier. Un apport financier par un emprunt ou par une augmentation de capital. Et là, du coup, on peut payer. Mais on n'a absolument rien touché au déficit. Le déficit, il reste le même. Bon, c'est ce que ne comprennent pas les gens. Les gens ne comprennent pas. Donc, tout le monde n'est pas comptable, bien sûr. Tout le monde ne sait pas lire un bilan et un compte de résultat. Mais on peut avoir un compte de résultat en déficit. On peut avoir un déficit comptable.
mais une entreprise qui continue à fonctionner, qui continue à payer ses fournisseurs et euh, et ses, et ses salariés, et même par une augmentation de capital, eh bien, on ne réduit pas le déficit. Bon, c'est un peu technique, mais bon, c'est une réalité aveuglante. Bon. Et donc, euh, là, le déficit énergétique que nous avons, c'est-à-dire que la société industrielle dans son ensemble crée ce déficit. Bon, comment? Alors, il n'est pas réglé. On ne peut pas le régler. Il est irréglable. Bon, il est uniquement masquable. Il est masquable par les apports financiers. Alors, les apports financiers sont d'autant plus faciles qu'on crée de la monnaie ex nihilo à partir du clavier informatique. Donc tout ça, c'est... Alors, ça se traduit comment? Par exemple, les ressources, même sans parler de du bilan énergétique déficitaire. Ces ressources, pour aller les chercher, pour les extraire, il faut du potentiel humain, il faut des gens, des rémunérations. Bon. Eh bien, si on crée de l'argent ex nihilo, on va pouvoir payer les gens. Bon. Alors que si on ne paye les gens qu'avec du vrai bénéfice, c'est le bénéfice que faisaient avant nos grands-pères, quand ils allaient acheter un bœuf à la foire, avec l'excédent d'exploitation de l'année précédente. Voilà, ils faisaient du résultat d'exploitation de l'année précédente, ils avaient les sous dans la poche. Bon, et s'ils n'avaient pas les sous, ils n'achetaient pas le bœuf à la foire l'année d'après. Bon, et bien là, tu n'as pas besoin d'avoir fait du bénéfice l'année précédente. Bon, voilà, il y a un apport financier, et donc voilà, ça continue. C'est pour ça que les choses continuent d'un point de vue, comme le dit Roegen, d'un point de vue économique, tout en étant déficitaire d'un point de vue énergétique. Alors, la crise, d'où elle peut venir? Alors, elle peut venir que quand... Alors, les ressources, quand il n'y en a plus. Bon, quand il n'y en a plus, oui, effectivement. Voilà. Mais là, c'est une crise. Si les ressources diminuent petit à petit, l'approvisionnement diminue petit à petit. Donc, il y a forcément un ralentissement de la machine parce que l'input diminue. Bon. L'aspect financier. Là, l'aspect financier, c'est que tant qu'on peut créer artificiellement de la monnaie, on va pouvoir payer les gens ou payer les gens qui fabriquent les outils pour aller tirer le peu de ressources qui restent. Bon, on va pouvoir le faire. Après, le problème, c'est comment est-ce que le système financier peut durer éternellement en étant basé, enfin, durer combien de temps, voilà, je repose ma question, combien de temps ça dure un système fictif financier? Personne ne sait. Alors, on a déjà eu des alertes, 2008, crise subprime, secousse du système financier qui s'était emballé, qui avait créé ex nihilo, qui mieux. Bon, c'était l'immobilier, mais bon, ça fait autre chose. Alors là, le capitalisme a... Bon, ils ont trouvé des parades qui sont uniquement des parades... en jargon comptable, on appelle ça des cavaleries. C'est-à-dire on crée de la dette pour payer la dette. Tu payes la dette avec la dette. Ça s'appelle faire des traites de cavalerie. Donc ils ont créé de la monnaie pour payer la monnaie qui avait été créée déjà. Bon, voilà. Et alors, bon, on dit ça va imploser. Oui, probablement. Il y a un moment forcément où... Mais on sait pas là. On sait pas parce que c'est basé sur la confiance. Alors, bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est extrêmement volatile. Hein, c'est comme un labo de chimie. Les trucs, tu manipules, à un moment ça peut exploser, mais tu sais pas quand, tu sais pas comment. Voilà. Bon. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ont des parades. Hein, ils savent. Ça va pas. À moi, à mon avis, ça va pas imploser d'un coup. Ça va pas imploser d'un coup parce qu'ils sont tellement, disons, techniques sur ce plan qu'ils ont des moyens. Bon, après, le truc climatique. Alors, climatique, il faut voir,
c'est encore une fois, ça n'est qu'une externalité négative. Hein. C'est pas causal. C'est conséquental. C'est une conséquence, c'est pas une cause. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de réchauffement climatique, tu as la loi de l'entropie, tu as la fin des ressources, voilà. Bon. Alors, la crise climatique, bon, ça peut, si c'est vraiment une crise climatique, sécheresse partout, il n'y a plus rien à bouffer, bon oui, ça va créer une secousse sociétale, effectivement très, très, très forte, dont on ne peut pas imaginer et modéliser les détails. Mais elle est indépendante de la cause première qui est que le système industriel est fondé sur des bases qui sont pas pérennes, qui sont périssables. Il est fondé sur des trucs périssables. Bon. Après, il génère des externalités négatives, dont le réchauffement climatique, dont la pollution, dont la baisse de la biodiversité, etc., etc. Mais ça, ce ne sont que des externalités négatives. Alors, les économistes, cependant, insistent. Il convient de mesurer les ressources en termes économiques et non pas en termes physiques. Alors, ça me fait penser à mes amis, bon, je dis mes amis parce que je les aime bien, libertariens, avec qui j'ai beaucoup ferraillé là, sur Ryan, et qui disent mais il n'y aura pas épuisement des ressources parce que tout simplement elles seront plus chères, donc il y en aura moins, mais on gagnera plus d'argent, on gagnera toujours pareil autant d'argent, il y en aura moins, mais voilà. Bon. Donc ils raisonnent en termes économiques, en termes financiers, et ils ignorent complètement, ils veulent ignorer, ils ont décidé, ont mis comme postulat qu'on ne s'occupait pas du rendement énergétique. Cette attitude traduit l'un de leurs mythes les plus tenaces de cette profession. Partagé également par d'autres, oui, partagé par tous ceux qui sont pas dans la profession, mais qui sont des adeptes. C'est le mythe selon lequel le mécanisme des prix, voilà, peut pallier toute pénurie. Bon, ça a l'air étonnant, mais moi je connais plein de gens qui raisonnent comme ça. Hein. Que ce soit de terre, d'énergie ou de matière. Le mécanisme des prix, bon, c'est Adam Smith is alive, toujours là. Bon. Le mécanisme des prix peut pallier toute pénurie. Que ce soit pénurie de terre, d'énergie ou de matière. Alors il dit regarde, ce mythe sera examiné plus loin, mais pour l'instant, soulignons seulement qu'à long terme, il n'y a que le rendement en termes énergétiques qui entre en ligne de compte dans l'appréciation de l'accessibilité. L'accessibilité, c'est vous allez pouvoir, vous allez pouvoir y accéder que si vous allez retirer en watts plus que ce que vous allez dépenser pour y accéder. Et le libertarien nous dit non, il faut regarder uniquement si ça va rapporter. Alors là on est sur, et je pense qu'on est sur un clivage extrêmement important qui nous, en tout cas je sais pas, je ne vais pas parler pour Gildas ou pour Yves, moi ça me paraît évident, mais je me rends compte que c'est pas du tout évident pour beaucoup de gens. Cette notion de rendement énergétique qui paraît mathématique, comme 1 plus 2, et bien finalement, elle est presque plus, je me rends compte qu'elle est presque plus difficile à comprendre que l'entropie, par exemple. Le rendement énergétique, je n'en comprends pas.